Bienvenue sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations, proposé par Andrea Dican. Transformer pour redonner du sens. Au cœur des organisations. Bonjour à toutes et à tous. Tout ce qui est grand se développe avec passion. Et le succès de toute transformation réside dans un état d'esprit positif. Dans ce podcast, nous plongeons au cœur des organisations, à la rencontre des leaders et managers qui insufflent des transformations audacieuses. Je m'appelle Andrea Dican, je suis consultante en transformation des organisations. C'est avec une immense joie que je vous accueille aujourd'hui sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations. Bienvenue sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Guy Mamoumani, un acteur incontournable du numérique en France. Ancien coprésident du groupe Open, Guy a également présidé le Syntec numérique, aujourd'hui Numéum, de 2010 à 2016 et a été vice-président du Conseil national du numérique. À mon micro, Guy nous a partagé son parcours inspirant, sa vision du numérique et ses engagements qui résonnent profondément avec les enjeux actuels. Nous avons exploré ensemble l'importance de l'éducation et du numérique, mais aussi l'historique de l'initiative Jamais sans elle, sa passion pour la transmission des savoirs et ses astuces pour maintenir un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Auteur de plusieurs tribunes et de 2 ouvrages marquants, L'Apocalypse numérique n'aura pas lieu et Pour un numérique humain, Guy nous offre une perspective éclairée et humaniste sur l'avenir du numérique. Merci Guy d'avoir accepté de te livrer à mon micro et pour cet échange exceptionnel. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Guy Mamoumani. Bonjour Andrea. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode. C'est vraiment une joie pour moi, un honneur pour moi de t'accueillir pour partager ton parcours et toutes les facettes aussi de ton engagement. Comment vas-tu ? En pleine forme, très heureux d'être là et puis très honoré de pouvoir m'exprimer sur tout ce que tu viens de dire. Bon, écoute, moi, avec mes invités, j'aime bien commencer par une question, c'est de comprendre le fil conducteur de leur parcours, s'il y en a un. Quel est le tien ? Je crois que, franchement, c'est l'éducation. D'abord, je viens d'une famille d'enseignants, une femme enseignante, inspectrice d'éducation nationale. Moi-même qui ai commencé ma carrière comme prof et tout au long de ma carrière, même de management ou de consultant, une volonté de partager mon expérience, mon savoir-faire, et qui maintenant trouve d'ailleurs une dernière sortie avec mon enseignement dans les écoles de commerce, et à Léonard de Vinci, et bientôt à Sciences Po. Oh, excellent. Et donc l'idée, c'est d'accompagner, d'enseigner des étudiants de quel niveau ? Non, mais sans aller jusqu'aux étudiants, c'est en général. C'est pour ça que tu me parlais du fil rouge, c'est intéressant, parce que j'ai toujours eu le goût du partage. Voilà. C'est ça que mes enfants aussi, tout simplement, mes petits-enfants maintenant. J'ai toujours eu le goût du partage, et je l'ai bien sûr eu dans mes débuts d'enseignant, mais je le dis très souvent, même dans l'entreprise, dans le management, c'était aussi pour moi une façon de faire évoluer mes équipes et de les valoriser, de chercher le meilleur d'eux-mêmes. Et ça a été quelque chose qui m'a accompagné tout au long de la vie. D'ailleurs, mes engagements sociétaux, que ça soit au Syntec numérique, Numéum, que ça soit au Conseil national du numérique, que ça soit dans le mouvement Jamais sans elle, tout ça, c'est toujours le même fil rouge. Donc cette soif, cette envie de transmettre. Exactement. Très bien. Oui, on va en parler de tes nombreux engagements avec donc Jamais sans elle, avec le Syntec du numérique aussi. Mais avant cela, je voulais aussi dire que tu as écrit des bouquins, des livres, des ouvrages, et je les ai ici sous les yeux. Alors le premier, c'est celui-là, donc l'Apocalypse du numérique n'aura pas lieu.
Et donc, je voulais comprendre. Donc, tu dis au tout début, c'est un peu, alors dans un premier temps, la colère qui t'emmène à écrire ce livre. Quel genre de colère? Ah oui, alors, c'est bien de revenir à ce livre-là. C'est vrai qu'il a été écrit en 2008, qui est sorti en 2009. À l'époque, ça n'a pas trop changé malheureusement, il y avait toute une frange de journalistes, d'écrivains, d'éditorialistes, ça qui donnait une vision mais catastrophique de la transformation numérique. En particulier d'ailleurs, je lui ai dédicacé le livre, le docteur Alexandre, Laurent Alexandre, qui disait mais des énormités et sans contradiction. Et je me suis dit à un moment, c'est un coup de gueule, je vais écrire mon cas. D'ailleurs, je l'ai peut-être encore le tweet que je lui ai dit, Laurent Alexandre, à force de m'engueuler avec lui au travers de messages privés, je lui ai dit, tu auras eu un mérite, c'est de me donner envie d'écrire un livre. Donc oui, l'apocalypse numérique n'aura pas lieu. Et avec aussi de l'espoir. Quel est cet espoir-là? 2 espoirs, tu nous dis dans le livre. Oui, l'espoir que j'ai finalement répercuté dans le livre suivant, c'est de dire que c'est entre nos mains, que notre avenir est entre nos mains, que ça ne sert à rien d'annoncer les catastrophes, l'apocalypse, les dark mirrors et autres, ça ne sert à rien parce que ça n'apporte rien, alors qu'un peu d'optimisme mais sans angélisme, un peu de réalisme nous permet de nous préparer à la transformation numérique qui est inéluctable. Donc c'est pas la peine de le noircir ou c'est pas la peine d'essayer d'y résister. Non, c'est le contraire. Il faut s'y préparer pour l'accompagner. Et mieux répondre aussi, ne pas faire en sorte qu'on puisse être en avance aussi. Déjà répondre en termes de demande, en termes de besoins. Alors, quand on voit, par exemple, notre président de la République annoncer qu'il allait avoir formé 300 000 spécialistes, experts de l'IA en 2030. 2030, bon. Le fameux... Alors, moi, c'est facile. C'est quelque chose que je suis depuis 20 ans, que je connais vraiment par cœur. Donc ça veut dire quoi? On est en 2024, ça veut dire 300 000 sur 6 ans, c'est 50 000 experts. C'est inatteignable. C'est pas la peine de promettre des choses comme ça. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas préparé, et c'est pas faute de le dire, la formation de ces experts. Ça fait 15 ans que je dis qu'il faut multiplier les écoles d'ingénieurs, qu'il faut multiplier le nombre d'étudiants admis dans ces écoles d'ingénieurs. J'en ai même fait des tribunes, pour arriver aujourd'hui à 25 000 par an. 25 000 par an. Même s'ils devenaient tous experts de l'IA, ça ne ferait que 150 000. On n'y serait pas en 2030. Donc ce n'est pas sérieux. Et là, je reviens à ta question, tout ça aurait pu être anticipé. Ça fait 15 ans que je répète la même chose. Il suffit de voir non seulement ce livre, mais même avant toutes mes tribunes et tous mes engagements sur l'éducation. Et on n'a pas préparé, alors que c'était tellement prévisible. Je me rappelle en 2007, c'était l'élection Sarkozy-Hollande. Donc 2007, ça fait déjà... non, j'exagère, c'est de 2012, donc ça fait quand même 12 ans. C'est la deuxième élection. C'était à Sarkozy-Hollande. 2024, voilà. Donc 12 ans. 2012, eh bien, j'avais interpellé les présidents de la République, les candidats de partout. On avait fait des séances de présentation. Et quelques jours avant l'élection, on avait demandé aux candidats de venir se présenter. Bien sûr, ils n'étaient pas venus, et c'était leurs représentants qui étaient venus. Je me rappelle, il y avait Fleur Pellerin et Nicolas Prinsen pour Hollande, Nicolas Prinsen. Et oui, alors comme nous étions là tous les spécialistes du numérique, vous inquiétez pas, c'est la première priorité des présidents, des candidats présidents. Alors j'ai dit, écoutez, nous allons faire un pari. On va compter le nombre de fois que le mot numérique sera prononcé pendant le débat de l'entre-deux tours. Comme ça, on verra si c'est vraiment une de leurs préoccupations ou pas, de priorité. Le lendemain, j'ai fait un tweet en disant « Le résultat des courses était prévisible. Le résultat des courses était prévisible. C'était 0. » Voilà. Donc, faut pas... voilà. Et donc là, on était en 2012. Il était tout à fait temps, à l'époque, de se préparer à ce qui allait arriver. Et franchement, je n'ai rien d'un grand prévisionniste, je n'ai rien d'un oracle. C'était évident.
C'était évident en 2012 que l'humanité allait être justement transformée par le numérique. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse, je parle beaucoup, pour faire une parenthèse, la Covid 2020, ça a été mais vraiment la démonstration. Et pour revenir au titre de ton podcast, ça a été le catalyseur du numérique, puisqu'on a vu comment, pendant cette période, le numérique a permis de survivre, que ce soit pour les entreprises, les écoles, la santé, les réseaux sociaux, enfin bref, c'est le numérique qui nous a permis d'amortir le choc de cette dramatique histoire d'humanité. Oui. Absolument, on l'a bien vu en quelques mois, il fallait sortir des solutions, digitaliser le système de santé, et là on l'a vu à l'œuvre. Et il fallait travailler, le télétravail. Exactement. Chez Open, il y a eu 4000 salariés qui en 3 jours se sont mis à faire du télétravail. Oui, c'est ça, les entreprises ou les organisations qui étaient préparées ont répondu présent, et ça rejoint ce que tu dis, comment on anticipe, comment on se prépare pour répondre. Et effectivement, ça a été... D'ailleurs, c'est intéressant de lire L'Apocalypse numérique n'aura pas lieu, qui a été écrit en 2018, qui est sorti en 2019, au regard qu'il y a sur la transformation numérique et la Covid. Parce que là, c'est intéressant. Parce que j'ai évoqué tous les sujets qui ont été finalement validés pendant la Covid. Oui, on le voit très bien. Le fait que, que le numérique change notre vie. Et c'est ce qu'on a vu avec... le télétravail et la Covid, il fallait la télémédecine, les écoles, etc. Les écoles, les cours en ligne. Donc le numérique change... dans notre vie, il est temps vraiment il était temps. Oui, malheureusement, je pense qu'on a fait pas mal de choses. Bon, par exemple, moi je trouve il y a une erreur de fond qui a été faite par notre président de la République, qui est pourtant technophile et que je connais bien, avec qui j'ai beaucoup travaillé quand il était ministre de l'Industrie. C'est cette histoire de Startup Nation. Nous ne sommes pas un petit pays, nous ne sommes pas Israël pour dire qu'on va être une start-up nation. Non, il aurait dû parler d'une nation qui se transforme. C'est pas du tout la transformation numérique de la France. C'est ça qu'on aurait dû faire. Et c'est pas ça qu'on a fait. Il a réussi son coup avec la French Tech. Oui, aujourd'hui, on le voit. Oui, ça c'est magnifique. Mais ça ne fait pas, ça n'a pas transformé le pays. Voilà, donc en fait, c'est ça qu'il faut pas confondre. Il ne faut pas confondre, finalement, le développement des startups, qui est indispensable, qui est très bien. Je sais pas, moi qui suis business angel, je ne veux pas le critiquer, avec un mouvement massif de transformation d'une population et d'un pays. Ce sont deux choses différentes, et c'était sur ça qu'il fallait se concentrer. Et je crois que ça aurait résolu pas mal de sujets. C'est sûr, et on le voit aussi avec tout ce qui est transformation numérique, avec les documents aujourd'hui, avec le tout numérique. Tout ce qui est faire nos documents d'identité numérique, Donc je trouve que ça arrive, même si c'est lent. Et effectivement, le Covid a mis un coup de fouet pour que ça aille plus vite, quoi. Malheureusement, il fallait passer par là, donc. Oui, malheureusement. Oui. Ça, c'est le sujet de mon deuxième livre, et c'est une des conditions que j'y mets, c'est qu'il fallait faire attention à l'inclusion. On ne peut pas admettre qu'il y ait 13 millions de Français aujourd'hui qui n'utilisent pas ou qui ne se sentent pas concernés par le numérique, pour une raison ou une autre. Donc en fait, ce que tu viens de dire est parfaitement exact, c'est-à-dire qu'on a fait énormément de choses sur le sujet de la transformation numérique. Malheureusement, des millions de Français n'y accèdent pas. Donc, quelle a été la réaction ? Et donc ça, c'est tout à fait discutable ce que je vais dire, parce que je pense que je suis très minoritaire à penser ça. Ça a été la réaction de la défenseure des droits qui, dans un souci de bonne volonté, dit il faut ralentir. Or, moi, je pense que c'est exactement le contraire. Il faut accélérer. Pourquoi ? Parce que en mettant de plus en plus de gens qui utilisent le numérique, on libère du temps, des moyens, des forces pour aller s'occuper des gens qui ne sont pas justement, qui n'ont pas été emportés dans cette transformation. Or, c'est ce qui a été terrible, c'est que le fait même d'avoir cette non-inclusion a généré une suspicion, voire une haine souvent du numérique complètement ridicule, qui aboutit
à ce que maintenant, on arrive à cette volonté d'interdiction des écrans un peu partout, totalement... là aussi, je suis très minoritaire. C'est ce que tu dis dans son livre. Voilà. Là aussi, je suis très minoritaire, parce que quand le président dit qu'il faut interdire les écrans, on demande à quel titre il dit ça, parce que les écrans, c'est à la maison. Il ne va pas envoyer un policier dans chaque maison. Interdire les écrans à l'école, maintenant, ça y est. Le Rassemblement national a trouvé que c'était bien populiste, ça, donc c'est bien. Or, non. La réponse n'est pas là. La réponse, c'est encore une fois l'éducation. Éduquer. Voilà, de façon à utiliser les écrans de façon responsable, autonome et avec sobriété. C'est ça. Très bien. Non, mais oui, donc sobriété numérique, on en parlera et tu en parles aussi dans ton livre. Mais ce que je voulais aussi mentionner, c'est que l'idée de ne pas perdre certains en route fait qu'on décide de ralentir. C'est pour ne pas perdre certains. Sauf que je pense que, comme tu l'as si bien dit, on ne peut pas, il faut aller vite. Et comme ça, on arrive à récupérer des personnes qui sont... Non, mais très bien. Merci beaucoup, Guy. Je voulais qu'on en revienne un peu à ton parcours, cette passion du numérique. Donc, on appelle de l'éducation de manière générale. Et là, je vois aussi, il y a ce numérique. Le numérique, c'est des sujets que tu évoques beaucoup dans tes livres et avec Open. Donc, je voulais revenir à ton parcours. Où tu as grandi, où tu es né, etc. Et comment tu es arrivé à cette passion pour le numérique et comment, je dirais aussi, ton parcours professionnel et toutes ces étapes-là ont conduit à faire, je dirais, à te conduire à ce que tu es aujourd'hui. Alors bon, j'ai commencé, moi je suis un petit garçon de banlieue, voilà, je le répète souvent, parce que donc je connais très très bien la banlieue. Mes parents sont arrivés de Tunisie en 67, donc j'avais 10 ans. Et ils étaient enseignants, tous les deux. L'éducation. Voilà, l'éducation. Voilà. C'était dans la famille, c'est en fait le truc dans la famille, c'est pas quel métier tu veux faire, c'est quelle matière tu choisis. Excellent. On avait le choix. Et donc j'ai grandi, et c'était super, à Sarcelles. Hein. C'est une ville qui a une très mauvaise réputation, mais qui pourtant était exceptionnelle justement par son intégration. Une classe, j'étais au lycée, il devait y avoir 30 élèves, 35 nationalités. 15 religions, personne ne se préoccupait de quoi que ce soit sur ces sujets-là. On avait des amis, des copains. Personne ne disait, tiens, qu'est-ce que tu es toi ? Je ne connais même pas ce terme, on ne connaissait même pas ça. Quelle est ton origine ? On ne le savait même pas et on s'en foutait. Et c'était formidable. Cette ville est totalement hétéroclite, qui a été gâchée par la suite pour d'autres raisons. Et donc, j'ai eu mon bac au lycée de Sarcelles, j'ai fait mes études à Villetaneuse, voilà. Et puis, bien sûr, je voulais être prof, donc prof de maths. J'ai commencé comme prof de maths et au bout de quelques années, on m'a proposé de la formation à l'informatique. C'est très intéressant. Et ça m'a beaucoup plu et je faisais aussi de la formation pour adultes. Bon, et je me suis dit, tiens, c'est quand même bien, l'informatique, les adultes, c'est quand même plus facile que les enfants. Je ne me vois pas à 60 balais être avec des enfants, etc. Et donc, j'ai commencé à postuler. Et j'ai postulé à différentes boîtes d'informatique. Et il s'avère que mon frère aîné avait créé une société d'informatique. Et il m'a dit, écoute, si tu cherches du boulot dans l'informatique, viens. Excellent. Et donc, j'ai commencé dans sa société qui s'appelle Go International, comme consultant. Et là, encore une fois, c'était de l'enseignement. Hein. D'ailleurs, c'est ça qui était très apprécié par mes clients. En fait, je leur apprenais à utiliser un logiciel de gestion. C'était un ERP, tout simplement. Hein. Oui. Et je les formais à cette utilisation, ce qui est vraiment de l'enseignement. Hein. C'est très bien passé. Bon, alors ce serait trop long à raconter. Mon frère est très vite parti. La société a été rachetée 2 fois. Et je me suis retrouvé dans un groupe américain et j'ai beaucoup évolué dans ce groupe. Et je suis arrivé à être DG de ce groupe, qui s'appelait CSC, mais c'est plus CSC, c'est DXC maintenant, un grand groupe. Très bien, je connais. Oui, bien sûr, c'est très connu, c'est un très grand groupe américain. Hein. Et j'étais le DG France, en charge du marketing, etc. Ça m'a plus ou moins plu. Il y avait toujours des complications. Dans un groupe comme ça, c'est toujours compliqué. Oui, de par la taille, etc. Et donc, j'ai été chassé par un autre groupe américain qui s'appelle Manugistics et qui était un éditeur de logiciels dans le monde du supply chain management. Bon,
Je te le dis à toi parce qu'on est entre nous, hein, et qu'il n'y a que quelques millions de personnes qui vont écouter, mais franchement, j'ai introduit le concept de supply chain management en France. Personne ne connaissait ça en 1999. Hein. Et grâce à Manu Gistix, qui était un spécialiste de ces questions-là, j'ai introduit parce que la première conférence que j'ai faite avec des experts, il y avait 3 personnes dans la salle. Hein. 4 ans plus tard, j'ai fait une conférence avec Accenture, il y avait 500 personnes dans la salle. Et vraiment, le concept, c'était vraiment établi. C'était novateur aussi. C'était très novateur à l'époque, en 99. Hein. Oui, j'imagine. Voilà, et puis bon, ça s'est très bien passé. Mais toujours pareil, organisation transversale, matricielle, je devenais vice-président européen. Bon, tout ça ne me plaisait pas, puisque j'ai toujours eu l'âme un peu d'un entrepreneur. Et j'ai donc décidé de quitter, démissionner. Je me voyais mal continuer. J'ai eu des offres, vraiment des ponts en or. Hein. Et c'est là qu'un de mes amis m'a dit « Mais rejoins-moi, ça faisait déjà 3 ans qu'on en parlait. » Donc j'ai refusé tous les ponts en or et j'ai rejoint Frédéric Sebag, qui avait créé un groupe qui s'appelle le Groupe Open, qui était très orienté distribution à l'époque. Et j'ai créé l'activité de service. Quelques années plus tard, nous avons vendu la distribution. Et le groupe Open est devenu ce que l'on sait, c'est-à-dire une des principales ESN françaises avec plus de 4000 personnes, 420 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. On a fait beaucoup d'acquisitions, beaucoup d'erreurs, beaucoup de réussites. Bref, le résultat est quand même très sympa. Et c'est une très belle réussite. Voilà comment on est arrivé. Alors, en même temps, je le dis souvent, j'ai jamais pu me cantonner au business et c'est pour ça que j'ai eu des engagements sociétaux, que ce soit au Syntec numérique, que ce soit au Conseil national du numérique, parce que j'ai éprouvé le besoin, là aussi, de m'engager dans l'intérêt national, dans l'intérêt des jeunes, dans l'intérêt des femmes, avec Jamais sans elles, avec les commissions que j'ai créées. Bref, un peu d'humanisme. Voilà, j'aime bien le mot. Voilà. Oui, toujours pour pouvoir transmettre, on en revient à ça. Et donc, venons-en merci beaucoup d'avoir tracé rapidement ce parcours. Oui, c'est 40 ans, ça. Très, très riche. Et juste pour Jamais sans elle, qu'est-ce que c'est Jamais sans elle ? Alors, bon, je peux dire l'origine de Jamais sans elle. Hein, c'est très simple. Hein. J'ai été très actif en tant que président du Syntec numérique pour améliorer la visibilité des femmes. J'avais créé une commission qui s'appelait Femmes du numérique, d'ailleurs, déjà à l'époque. Hein. Quand j'étais arrivé, il y avait 1 femme sur 30 dans le conseil d'administration. Donc, je me suis beaucoup engagé sur tous ces sujets pour essayer de changer les choses. Alors, j'ai réussi par exemple, au conseil, quand je suis parti, il y avait, je crois, 9 femmes sur 30 au lieu de 1. C'était quand même un grand progrès. Dont d'ailleurs Véronique Torner, qui est devenue la présidente maintenant. Et donc, je trouvais qu'il était très important, d'abord parce qu'il n'y avait pas assez de femmes, tout simplement, hein, dans un métier qui était l'informatique, le numérique. Hein, on avait fait une étude à l'époque où il y avait 15% de femmes. Donc tout ça a été à améliorer. Et un jour, j'étais dans le train. D'ailleurs, j'avais même fait une assemblée générale de Syntec. On choisissait un thème chaque année. Et le thème de cette année-là, c'était la présence des femmes dans le numérique. Hein. C'était vraiment que j'avais commencé à saisir l'importance de ce sujet. Et donc là, je te parle de 2012 ou 2013. Hein. Et donc, un jour, j'étais dans le TGV et une copine fait un tweet avec la photo de 12 hommes en train de parler de numérique à l'Élysée. Et j'ai eu cette réaction instinctive de dire, bon, moi, à partir de maintenant, je ne participerai plus à une table ronde s'il n'y a pas au moins une femme. Alors, ça a fait une boule de neige. Quelques semaines plus tard, avec 50 copains, et quand même, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire Natacha Kester-Séméon et Tatiana Salomon, les animatrices et les promotrices de cet engagement. On a créé ce mouvement, qui était au départ un mouvement strictement réseau social, qui est devenu une association et qui est maintenant très, très implanté grâce au travail de ces 2 femmes. Hein. Je ne m'attribue aucun mérite là-dessus. Et donc ça part de là, Jamais sans elle. Voilà, ça part de là, c'est-à-dire il y a plusieurs centaines d'hommes qui ont décidé de ne plus participer
à des tables rondes, des émissions, s'il n'y a pas au moins une femme. Pourquoi ? Pour améliorer la visibilité des femmes dans le numérique, tout simplement. Pour laisser la place à des femmes qui ont des compétences qu'on ne voit pas. Et puis, elles ont développé des tas de chartes dans les entreprises, tout un travail. Oui, où des entreprises peuvent être signataires. De chartes. Donc, je crois que quand j'étais encore aux manettes là, avec Tatiana, il y avait SAP, Microsoft qui avait signé, mais maintenant, je crois qu'il y a une dizaine d'entreprises. Elles font un travail absolument colossal sur le sujet. Excellent. Donc donc c'est effectivement la colère un peu comme moteur, mais qui a donné aussi naissance à ce... Ouais, ce mot colère est un peu, un peu exagéré, fort, un peu fort. Non, c'est une réaction. Oui. Et surtout de ne pas... Moi, j'ai toujours eu, c'est d'ailleurs le thème de mon deuxième livre, de ne pas subir. L'idée de subir me hérisse. Je ne comprends pas quand on dit, par exemple, Mitterrand qui dit on a tout essayé contre le chômage. Mais non, monsieur Mitterrand, non. On n'a jamais tout essayé, quoi que ce soit. On a tout essayé pour la présence des femmes dans le numérique. Ben non, on n'a pas tout essayé, il faut continuer. Donc il ne faut jamais baisser les bras. Voilà, baisser les bras. Et franchement, ça c'est quelque chose qui me caractérise beaucoup. Jamais baisser les bras. Pas baisser les bras et de retenter, de réessayer une autre méthode, et peut-être de réussir à la fin. Sinon, ça c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est le philosophe Michel Serres, qui avait dit « À quoi ça sert d'être pessimiste ? Ça ne sert à rien. » Voilà. Et cette phrase de Michel Serres, moi je me l'approprie parce que je la trouve excellente. Vous êtes pessimiste, vous dites ça ne va pas marcher, etc. Donc vous baissez les bras. Vous êtes optimiste, vous préparez, vous luttez, vous remontez les manches et vous y allez. Voilà, donc moi, je pense pour ça. Non, mais très bien. Et au regard de cela, dans ce cas, comment tu imagines aussi la place des femmes ? Comment est-ce qu'on peut encourager aussi qu'il y ait plus de femmes dans les métiers du numérique, de la tech ? Parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup de plus en plus, mais pourquoi on n'avance pas ? Oui, on n'améliore pas. C'est ça. Alors, si à l'époque, donc 2012, c'était 15%, aujourd'hui, ça doit être 17%. Et je suis au conseil d'orientation d'écoles comme l'EPITA, le SIEA, l'IA Institut. Il y a très, très peu de femmes. Encore une fois, malgré les efforts des dirigeants quand même. Franchement, il faut rendre à César ce qui est à César. Eux non plus ne baissent pas les bras, essayent d'améliorer. Alors, il y a plusieurs raisons, à mon avis. La première, c'est l'image de ces métiers. Ça, je pense... Il y a un gros travail à faire de la part des ESN, des éditeurs de logiciels, de toutes les sociétés d'informatique pour améliorer l'image de ces métiers et pour expliquer que ça n'a rien de masculin. Deuxièmement, je pense que l'éducation, j'y reviens, au numérique depuis l'école primaire, voire avant, c'est quelque chose d'essentiel qui permettra justement à des petites filles de se révéler, de dire tiens, pourquoi pas, c'est un métier qui m'intéresse. Et enfin, troisièmement, l'objet même de Jamais sans elle, c'est-à-dire aux hommes de laisser un peu de place. Laisser la place. Voilà, et ça va laisser. Quand je refuse d'aller dans une table ronde, je dis vous devriez demander à madame, voilà, elle va me remplacer avec beaucoup de compétences. Voilà. C'est bien. Encore faut-il que les femmes acceptent. Oui, c'est ce que j'allais rajouter. Souvent, j'ai cet argument venant des journalistes, une sorte de complexe de l'imposteur, des femmes qui ne veulent pas venir parce que... Alors, ils font une table ronde, par exemple, sur l'IA et la santé, et la femme va dire « Ah ouais, non, moi, je suis IA et éducation. » Alors qu'un mec va dire « Mais moi, je n'ai rien à faire, je suis IA, tout ce que vous voulez pour venir parler. » Oui, voilà. cette confiance... Voilà. Oui, c'est plus la confiance, c'est presque de l'arrogance, franchement, de l'arrogance masculine. C'est ce que je voulais pas dire. Voilà. Mais... Non, c'est pas. Enfin, une sorte d'assurance en soi. Oui, qui est plutôt bien. Voilà, oui, c'est plutôt bien. Et que les femmes devraient s'inspirer. Oui, non, mais je me rappelle d'une femme qui m'avait raconté une anecdote. C'est une femme très connue, je ne vais pas la citer parce qu'elle ne donne pas l'autorisation, mais elle m'a raconté cette anecdote où elle était invitée à une émission de France 2. Au journal ou un truc comme ça. Bien. Et elle dit, la veille, je n'avais plus de voix. Je ne pouvais plus parler. C'est-à-dire que c'était quelque chose de physique. Elle ne pouvait plus parler. Et
l'assistante de production du journal l'a appelée en disant, mais quand elle s'est excusée en disant, je ne vais pas venir. Et l'assistante dit, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Je ne peux pas parler, j'ai perdu toute ma voix. Elle dit, ah oui, vous avez peur. Hein. Et quand la femme lui a dit ça, elle s'est dit, elle a raison. Et elle a réussi à prendre sur elle. Oh, excellent. Et elle est allée, donc c'est incroyable. Oui, c'est même le corps. Le corps refusé, c'est ça. Et je crois que ça. Et d'ailleurs, elle le raconte mieux que moi, hein, parce que en fait, ça exprime bien le problème. C'est-à-dire que ça, un homme, il n'a pas ça. Enfin, très peu. Les hommes n'ont pas du tout ce genre de réticence. Au combien de nuls ou de gens qui n'ont rien à dire, on voit dans les émissions. Combien ça arrive tout le temps. Oui. Mais ça ne les empêche pas de venir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'éducation, on en revient là, mais le milieu familial ? J'en suis absolument convaincu, ça fait partie. Ça fait tout à fait partie. Oui. L'environnement familial. Écoutez, c'est très simple. Hein, la jeune fille va avoir 18 ans, elle va passer le bac, elle va avoir mention très bien, bac S, mention très bien avec 18 ans maths. Alors, on est au dîner de famille. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Vous croyez qu'elle va dire « je vais faire de l'informatique ?» Tout le monde va mourir de rire. Elle va dire « je vais faire médecine ». Ah oui, ça, c'est un métier pour une femme. Voilà. Je vais faire une école de commerce. Ah oui, très bien. Alors ça, c'est un métier pour une femme. Je vais faire mais je vais faire l'EPITA ou je sais pas quelle école d'ingénieur. Mais ça, t'es sûr de toi Tu vas y arriver. C'est pas pour toi. Mais aussi, dans mon premier livre, je raconte cette fameuse anecdote là, puisque j'étais le parrain de promotion d'une année de l'EPITA en 2015. Donc, je fais mon discours de parrain, etc. Et à la fin, il y a une jeune fille qui vient me voir, là, me disant « Ah, si vous saviez comme vous avez raison, parce que moi, j'ai toujours rêvé de faire de l'informatique. » Il y en avait comme ça dans la salle, il devait être 500, il y avait 12 filles, hein, c'est tout. Hein. Et une d'entre elles vient me voir et me dit « J'ai toujours rêvé de faire de l'informatique. » Alors, comme tout le monde, mes parents ne savaient pas, tout ça, je suis allé voir le conseiller d'orientation. Et je vais voir le conseiller d'orientation et je lui dis moi, mon rêve, c'est de faire de l'informatique. Qu'est-ce que je dois faire ? Il lui dit, ça, c'est une très bonne idée. Tu vas faire un BTS de secrétariat. Voilà. Donc, ça, c'est le typique. Alors, je dois dire, je me suis fait engueuler parce que j'ai fait une conférence un jour devant 500 conseillers d'orientation qui m'ont dit, c'est une anecdote, c'est pas vrai. Tout ça. Bon. Oui. Je veux bien reconnaître, c'est un peu exagéré. Mais c'est ce qu'elle a vécu. C'est son expérience à elle aussi. Et peut-être que ça change maintenant, j'espère que ça a changé, mais en tout cas, on voit bien dans la culture en général, en France, voire dans les pays européens et anglo-saxons, l'informatique n'est pas un métier de femme. Et c'est dans ça que c'est ridicule. C'est que nous avons des tas de contre-exemples. Prenez le Maghreb. Mais il y a plein de femmes qui font de l'informatique, au moins autant que des hommes, et qui sont des championnes. Voilà, le Maghreb, l'Indonésie, l'Inde, l'Amérique du Sud, il y a plein de femmes. Donc ça prouve bien que c'est pas une question de genre. Oui, c'est une question typiquement culturelle. Les parents, les enseignants, les professions, tout le monde doit changer. Mais c'est terrible parce que je dis ça aujourd'hui, parce que tu me poses la question. Mais ça fait 15 ans que je dis la même chose. Oui. Voilà, c'est ça qui est triste. Et on a la preuve, là. Oui, et on a la preuve, bien sûr. Avant le livre, prendre toutes les tribunes. Oui. C'est pas ce que j'en ai vu ce matin. C'est terrible. Parce que moi, maintenant, je regarde ça avec un peu de recul. Mais quand je vois des gens Par exemple, il y a Femmes du numérique maintenant, il y a une association qui est l'association des associations. Oui, avec Elisabeth Moreno, Peggy Vicomte. Ils en sont encore là. J'ai l'impression de retrouver mes discours d'il y a 15 ans. Voilà. Et ça, c'est un problème. Ça ne progresse pas. D'ailleurs, nous l'avons vu, puisque nous sommes connus à cette grande manifestation de PWN. Il y a beaucoup de femmes qui ont témoigné, justement, que ça n'avait pas changé. Et qu'on restait dans ce cadre-là. Oui. Très bien, mais il faut voir effectivement tout ce qu'on peut mobiliser en termes d'améliorer l'image, comme tu disais, et puis aussi il faut pas l'éducation, il ne faut pas renoncer, il ne faut pas baisser les bras. Il faut pas baisser les bras. À quoi ça sert d'être pessimiste? Voilà. Et du coup, je voulais parler un peu des compétences. À ton avis, quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour réussir dans le monde du numérique, la technologie?
Bon, alors c'est une très très bonne question. Je vais faire la nuance entre l'informatique et le numérique. Bon, ça c'est un de mes cours favoris dans l'école de commerce. Tout le monde mélange tout. Bon, on va déjà dire, c'est une parenthèse, mais quand même qui compte. C'est bien, oui. Moi déjà, entre numérique et digital, pour moi il n'y a aucune différence. C'est le mot anglais pour dire numérique. Digital, c'est le mot anglais. Oui, on est d'accord. Il y a un petit snobisme qui consiste à utiliser digital, mais franchement, numérique suffit largement. D'ailleurs, tu verras dans mes livres, il y a des centaines de pages, je n'utilise jamais le mot digital. Non, c'est toujours numérique. C'est toujours numérique, oui. En revanche, il y a une grande différence entre numérique et informatique. Voilà. Et ça, j'insiste beaucoup auprès de mes étudiants parce que l'informatique, c'est une technologie qui finalement a permis d'automatiser des process. Avant, on faisait une compta, on avait besoin d'être 40 pendant 3 mois. Et grâce à un ERP, à une équipe de 3, on fait le même boulot et en quelques jours. Voilà, ça c'est de l'informatique, mais on n'a rien changé. Et d'ailleurs, l'informatique, c'est vraiment la contraction du mot, donc de 2 mots là, c'est ça, information et automatique. Automatique, oui, bien sûr. Oui. Et c'est fait pour ça. Il n'y a jamais eu d'autres prétentions que ça, l'informatique, c'est ça. Contesté, ce que je dis, c'est contesté, mais c'est mon regard. Donc, on n'a jamais rien changé avec l'informatique. On a fait mieux, plus vite, plus efficace, voilà, mais on n'a rien changé. Le numérique, c'est une transformation pour les entreprises du business model et pour la société, c'est une transformation des codes de la société. On n'a plus... La propriété, par exemple, est remise en cause. Oui. Ce concept vraiment qui paraissait vraiment inhérent à l'homme est remis en cause. Aujourd'hui, est-ce qu'on achète une voiture ou pas ? Les gens se disent, moi en particulier les jeunes, mais j'en ai rien à faire, moi je descends en bas, je prends une voiture, je prends un vélo. Avant, quand tu avais une voiture, tu étais quelqu'un. Maintenant, c'était un cacou quand tu es fier de ta voiture. À Paris, surtout. À Paris, surtout, tu es vraiment... l'emploi... Est-ce qu'on travaille pareil qu'avant ? Est-ce que 35 heures, ça veut dire quelque chose ? Le temps, le lieu de travail, tout ça, est-ce que ça a descendu ? Tout ça a été remis en cause grâce au numérique. Et alors maintenant, avec l'intelligence artificielle, en particulier générative, ça a complètement explosé. Donc on est en train de changer complètement la nature même de notre société. Donc, pour moi... Cette évolution a été une évolution majeure. Maintenant, je ne me rappelle plus ta question déjà, parce que je vais y arriver. C'était les compétences. Alors voilà, les compétences, merci. Oui. Mais on y est, je voulais commencer par là, parce que je pourrais te dire que les compétences de base d'informatique sont excellentes, sont suffisantes déjà pour trouver un job. Quelqu'un qui fait une école d'informatique, ça va. Un jour, j'avais fait... la clôture de je ne sais plus quelle école, il y avait comme ça des centaines et des centaines de parents. J'ai dit, vous pouvez dormir tous sur vos 2 oreilles. Vous êtes sûr que vos enfants vont trouver des jobs. Ça, c'est vrai. Oui. Okay. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est pour ça que j'ai fait un peu cet historique, ça a beaucoup changé. D'ailleurs, moi, dans mes interventions dans les conseils d'orientation, je dis toujours, écoutez, vous formez des très très bons informaticiens, ok, mais il faut leur donner des humanités. Maintenant, on ne peut plus se cantonner avec le numérique, on ne peut plus se cantonner uniquement à la technique. Faites-leur faire de la philosophie, de la littérature, de la sociologie. Tout ça va être incontournable dans leur métier. Et ça me fait dire que justement, ceux qui font ces études-là, ces écoles de commerce, ces études de sociologie, d'histoire, de philosophie, si ils faisaient un complément technique à ça, ils seraient très recherchés. Voilà. Donc aujourd'hui, par l'avènement du numérique et de l'intelligence artificielle, on arrive à une convergence des compétences et je pense qu'il n'y a plus les mêmes frontières qu'il y avait avant. Oui. Et je reviens à notre sujet, c'est d'autant plus une opportunité formidable pour les femmes qui, malheureusement, encore font plus ce type de formation. Et donc, ça leur donne un pont vers ces nouveaux métiers, à condition qu'elles complètent leur formation. Et ça existe. Ça existe. À la Sorbonne, j'avais aussi été parrain d'une promotion d'un doctorat ou d'un DEA qui était destiné aux étudiants
de la Sorbonne, histoire, littérature, etc., et à qui on donnait un complément informatique de très très haut niveau. Voilà. Et ça, pour moi, c'est fantastique. Oui, cette capacité déjà. Mais j'aime bien le fait de dire, oui, il faut donner de l'humanité. Et on va en venir à tout ce qu'on voit aujourd'hui avec ChatGPT, tout ce qui est génératif. Quel est le regard que tu portes là-dessus aujourd'hui? Parce qu'on a certains ont peur de perdre leur job. On ne sait plus trop comment réagir face à cela. Je voulais avoir ton... Tu ne vas pas être surprise par ma réponse. On va prendre la phrase que j'aime pour symboliser mon bouquin. C'est la phrase de Bergson, écrite dans les années 1900 et quelques. Notre avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous en ferons. Voilà. Avec cette phrase-là, tu as toute ma position. Que ça soit à l'époque sur le numérique, maintenant sur l'IA générative et demain sur je ne sais quel quantique ou autre. À nous de nous préparer à ce tsunami pour ne pas le subir et être complètement dévasté, et à nous d'apprendre à surfer pour qu'il en devienne une magnifique opportunité. C'est à nous de nous prendre en main. À nouveau, c'est le même sujet, sur l'acculturation, l'éducation, la formation tout au long de la vie, etc. Pour que, justement, l'IA générative, comme le reste, devienne un outil au service de l'humain et non pas l'inverse. L'inverse, absolument. Et donc, ça nous amène au deuxième livre, qui est « Pour un numérique humain ». Et donc là, ici, ce que tu fais, c'est vraiment, tu nous parles des conditions d'une transformation réussie. À ton avis, aujourd'hui, comment on fait pour réussir donc une transformation et de garder l'engagement? Parce que c'est cela, moi, dans ce podcast aussi, c'est l'engagement des équipes. Comment on garde des équipes engagées pendant cette transformation numérique? Je pense que justement, si on donne une vision positive de la transformation numérique, tout en étant réaliste et sans angélisme, justement en mettant ces 8 conditions, parce que c'est un peu ce que j'ai ajouté par rapport au premier livre, c'est de montrer que j'étais quand même conscient des enjeux, des dangers, des risques d'une transformation numérique. Et donc, on a parlé tout à l'heure de l'inclusion qui est une des conditions, mais il y en a tellement d'autres. La souveraineté est une autre condition. La sécurité est encore une condition. Bon, évidemment, l'éducation est une condition. Donc tout ça, ce sont des choses qui permettent aux managers, voire aux gouvernants, c'est la même chose, c'est pareil, c'est pareil, de montrer le chemin, voilà, qu'il va y avoir. Parce que finalement, c'est ce que je reproche, nous, à nos présidents, à nos premiers ministres. Mais quel chemin ils nous proposent? Quelle vision ils nous proposent? Où va-t-on? Voilà. Moi, je pense que dans ce livre, j'ai essayé de donner une vision d'une transformation au service de l'humain. C'est-à-dire, je dis, voilà, le progrès. D'ailleurs, j'ai repris aussi une phrase de Victor Hugo qui dit « Le progrès n'a de sens que s'il est collectif ». Donc, évidemment que tous les Éric Sadin et tous les oiseaux de mauvais augure vont prendre le mauvais angle de cette transformation. Mais moi, ce que je dis, c'est que si on embarque tout le monde avec nous, eh bien, ce progrès sera au service de l'humain. C'est ce qu'on souhaite tous. Que, par exemple, on n'arrête pas de répéter que les Français se sentent maintenant orphelins de leurs services publics, le désert médical, et toutes ces questions-là. Mais le numérique et l'intelligence artificielle sont une voie pour y répondre. À condition de, toujours. Oui. Je veux pas. Donc, on peut améliorer l'éducation, la santé, les services publics, voire la société avec une utilisation humaine du numérique et de l'intelligence artificielle. C'est tout mon propos, parce qu'au moins, je donne une vision. Je vous dis, moi, écoutez, votre administration, dans quelques années, elle sera transparente, efficace, et on pourra avoir tous les documents qu'on veut avec une vitesse incroyable. Alors oui, il y a quelques personnes qui n'arrivent pas,
c'est pas grave, on fera dans chacun des petits villages un petit bureau qui fera, pour les 5% qui ne peuvent pas, leur donner un coup de main. Voilà. Donc ça, c'est un projet. C'est un projet d'améliorer la santé, d'améliorer l'éducation, d'améliorer les services publics au travers de ces technologies. Voilà, c'est tout l'objet du livre. Mais évidemment, il faut être réaliste, il y a certaines conditions à respecter. Si vous ne vous occupez pas de l'inclusion, c'est raté votre truc, c'est sûr. Hein. Si vous ne vous occupez pas de la sécurité, vous ne pourrez pas faire de la santé numérique, ce n'est pas possible. Voilà. Donc il y a comme ça plein de sujets qui sont très importants à respecter. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Et je voulais juste... Alors, on ne va pas passer en revue toutes les conditions, mais il y en a une on l'a déjà évoquée un petit peu, mais c'est surtout celle concernant l'école. Donc, tu nous dis mettre l'école à niveau. Oui. Bon, on ne va pas taper sur... Alors, heureusement que ma femme n'est pas à côté de moi pour dire ça. Bon, si vous voulez, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est quoi la situation de la relation de l'école avec le numérique ? Globalement, interdiction. Voilà. Oui. C'est tout ce que l'on fait, c'est d'interdire. Interdire les écrans, interdire les smartphones. On l'a vu avec ChatGPT. Interdire ChatGPT, même à Sciences Po, oui. Ce qui est quand même surréaliste quand même. Hein. Sciences Po, on a affaire quand même à des gens qui sont capables d'utiliser ou pas un outil quand même. Hein. Donc voilà. Donc, sous prétexte c'est du truandage, c'est une façon de ne pas comprendre le sujet. C'est... ce professeur de Neoma que j'aime beaucoup, hein, qui a dit si ChatGPT réussit l'examen, il faut changer l'examen. Voilà, c'est pas interdire ChatGPT, c'est changer l'examen. Et c'est ce que j'ai raconté avec l'histoire des calculatrices, où c'est pareil. Oui. Au moment de l'introduction des calculatrices, on avait le même réaction. Et donc voilà, aujourd'hui, on en est où ? On utilise calculatrices même au bac. Donc, et je pense que l'interdiction ne sert à rien. Sert à rien. Il va falloir introduire tout ce qui tourne autour du numérique, des écrans, dans l'école, à une condition. Et c'est pour ça que je reviens toujours aux conditions. Et c'est ce que je dis à mon épouse quand elle me contredit là-dessus. Évidemment, la formation des enseignants. Formation, oui. Moi, si j'ai pu être un prof dans un lycée de banlieue, public, professionnel, avec des élèves en difficulté, qui faisaient de la calculatrice programmable pour résoudre des problèmes compliqués, c'est parce que j'avais été formé. Voilà, et j'arrivais avec ma petite mallette plein de calculatrices que je distribuais au début du cours, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'en payer une. Donc, il y a cette possibilité, mais il faut changer cette relation au numérique qui est fantasmagorique. C'est-à-dire que pour les présidents de la République, pour les candidats, pour tout le monde, voire pour un ministre pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est Jean-Michel Blanquer, la seule image du smartphone, c'est la distraction, les réseaux sociaux, etc. Eh bien non, il y a même des exemples d'applications, comme Modco, par exemple, que je cite souvent, qui permettent d'interdire ces outils, ces applications-là. Oui, de se mettre en mode, en mode collège, comme mode avion, et qui permet de dire tu n'utiliseras que ça que pendant ces applications mon cours. Pendant... Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut raisonner. Pourquoi ? Donc accompagner l'usage, former à l'usage. Voilà, et en même temps, donner une culture numérique depuis le plus jeune âge. Qu'est-ce que c'est qu'une donnée ? Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme ? Apprendre à coder, par exemple. Apprendre à coder, mais pas que. Parce que dans le premier livre, j'ai mis ça en titre et ça m'a été reproché. C'est pas que coder, c'est avoir une culture numérique. Oui. Voilà. Parce que si on t'apprend ce qu'est une donnée, on t'apprend ce qu'est un algorithme, tu comprends pourquoi Facebook est gratuit. Et tu te méfies. Et tu dis, attends, je vais pas y aller n'importe comment. Donc voilà, c'est pour ça que je ne suis ni sur Facebook, ni sur d'autres réseaux, les TikTok et autres, parce que je ne veux pas livrer mes données à ces sociétés qui n'ont pas d'éthique. En revanche, je suis très actif sur LinkedIn, parce que on voit bien que ce n'est pas du tout la même chose sur l'utilisation des données et les messages qu'on y passe. Donc on est capable d'être responsable et de savoir ce qu'on veut faire.
Quoique là, dernièrement, il y a quand même tout ce qui est la partie numérique où il faut numériser nos passeports. Donc là, moi, je me suis posé un peu la question pour LinkedIn, parce qu'aujourd'hui, il faut... Voilà. Donc la question se pose, mais jusqu'où ? Mais absolument. Effectivement. Mais même ça, moi, j'y réfléchirais à 2 fois. Non, je suis d'accord. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui des tas d'applications qui sont très intéressantes parce qu'elles sont déportées sur le smartphone, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas centralisées. Très bien. Ce qui permet d'avoir d'ailleurs, je crois que c'est l'architecture qui a été choisie pour la carte d'identité numérique. L'architecture qui a été choisie pour la carte d'identité numérique qui protège quand même ta propriété de données. Ça aussi, c'est une question essentielle. Oui, et c'est ce que ça rejoint absolument ce que tu dis. C'est cette culture-là, il faut l'avoir et savoir qu'est-ce que je fais et puis où je vais. Si on ne l'a pas dès le départ, comment on peut même se poser la question ? Il y a même, et c'est très intéressant, je veux dire une application, mais ça n'a rien à voir avec les écrans, c'est Coloris, qui permet à des enfants de faire de l'algorithmie sans écran. Donc ce qui prouve bien qu'il y a des solutions. Au lieu d'interdire systématiquement tout et n'importe comment, c'est d'aborder le sujet en se disant comment je vais faire un numérique responsable. Et depuis la plus tendre enfance. D'ailleurs, ça me permet de citer Impact AI, qui est une association dans laquelle je suis très engagé, je suis administrateur, et dont l'objet est exactement ça. C'est comment avoir un numérique responsable. D'ailleurs, la Villa Numéris aussi, qui est aussi un autre think tank, est aussi engagée sur ce même sujet. Donc, on peut travailler tous ces sujets-là dans l'éducation, la santé et ailleurs pour avoir un numérique responsable. Non, mais absolument, très bien. Et donc là, tu as mentionné Coloris, c'est formidable ce qu'ils font pour... Je pense d'ailleurs que je l'ai cité dans mon livre parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, Amélia Mattar. Amélia Mattar, qui vient d'avoir une médaille... Absolument, bien méritée. Bien méritée. Vraiment pour sa contribution. On la salue et moi je pense que son programme, il devrait être dans toutes les écoles, partout. Oui. Voilà, c'est ce que je soutiens. C'est-à-dire que faire de l'algorithmie sans écran pour ceux qui sont allergiques au mot écran. Mais vous avez quelqu'un, par exemple, comme Séverine Erel, qui fait un travail formidable pour expliquer que les écrans, ce n'est pas la diabolisation que l'on dit, et qu'il y a des utilisations possibles et intéressantes. J'avais une autre question. Donc là, on va parler un peu de tes engagements, notamment avec le Syntec du numérique, savoir quelles étaient les actions en tout cas avec l'équipe, vous avez mis en place et les différents objectifs de ce Syntec. Bon, alors quand j'ai été élu en 2010, ça s'appelait Syntec Informatique. C'était le syndicat des SS2I. Voilà. Moi, j'ai considéré que j'avais donc une vision que j'avais exprimée dans mon programme et que j'ai mis en application immédiatement, déjà avec un changement de nom, de Syntec Informatique en Syntec Numérique. Oui. Alors ça paraît anodin, mais ça a été... Déjà, mon élection a été une guerre nucléaire. Et changer le nom, ça a été aussi une guerre nucléaire. Mon bouleversement. Voilà, parce que les gens n'aiment pas le changement. Et on est passé d'un syndicat de SS2I à un représentant de l'industrie du numérique en France. Ça changeait tout. On a changé le nom de SS2I en ESN, à ce moment-là. Service numérique. Et ce n'est pas du tout anodin aussi, parce que ça montrait la voie de transformation des SS2I vers des métiers différents, vers un comportement différent, etc. Et j'ai centré vraiment, et je trouve que ça très bien d'ailleurs, ce changement de président, j'ai centré mes 6 ans autour du social et de l'éducation. Voilà, tout ce qui tournait autour de ça. Pourquoi je dis c'est très bien ? Parce que mon successeur, Gottfried Benzmann, lui a choisi d'autres thèmes, en particulier l'Europe, la donnée, et il a fait quelque chose de majeur, c'est-à-dire qu'il a fusionné avec au moins 2 autres associations, ce qui a permis de donner une dimension nouvelle au Syntec numérique, et d'ailleurs qu'il a renommé Numéum. Et maintenant, c'est Véronique Turner qui vient d'être élue présidente. Et elle, on voit bien, son thème, c'est numérique responsable, c'est numérique et environnement, etc. Donc, voilà, et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit que avec le temps et avec les personnalités de chacun, quand on fait tourner les présidents, on a des nouveaux sujets qui arrivent, et ça, c'est très intéressant. Et il y a des nouvelles impulsions aussi, exactement, je dirais, sur les sujets.
Mais très bien. Écoutez, merci beaucoup, Guy. Et je voulais qu'on parle maintenant c'est des questions qu'on pose beaucoup aux femmes, mais moi, j'aime bien les poser aux hommes aussi en termes d'équilibre vie pro, vie perso, s'il y en a. Hein, Et je voulais comprendre, toi, comment tu as organisé cette carrière, tous ces engagements, ce temps en tant qu'un homme, hein, mari, avec des enfants. Franchement, c'est une super question qu'on me pose plutôt rarement, voire jamais. Et comme tu l'as dit, qui s'adresse plutôt aux femmes, et c'est un scandale, parce que ça devrait être exactement la même question pour les hommes. Alors, j'ai fait beaucoup de choix en fonction des priorités. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours mis en priorité ma famille par rapport à mon métier. Déjà, ça, c'est un truc qui est déterminant. Quand on m'a fait un pont en or pour être patron d'un groupe international et qui passait 3 mois par an à l'étranger, en Asie, j'ai refusé. Parce que j'ai dit, là, il va y avoir un problème. Un déséquilibre. Alors, ok, j'ai un pont en or, mais franchement, je m'en fous. Et ma réussite, c'est quand mon 3e fils m'a dit un jour, c'est incroyable. J'en discutais avec des copains et je leur ai dit, je n'arrive pas à imaginer comment mon père a fait cette carrière alors qu'il était aussi proche de nous. Voilà. Et ça, pour moi, c'était la réussite. Je vais te donner un exemple très simple. Par exemple, il était en maternelle, j'étais aux parents d'élèves. Excellent. Voilà, c'est le seul homme, avec des filles en maternelle, hein, bien sûr. Hein. Moi, ma femme, étant inspectrice d'éducation nationale, ne peut pas être aux parents d'élèves parce qu'elle est trop parti pris. Et donc, c'est moi qui allais. En maternelle. Donc après, bien sûr, au lycée, ça, j'ai suivi, mais même en maternelle, je sacrifiais une demi-journée par mois ou par 6 mois, je ne sais plus, par 3 mois, pour aller au conseil d'école, pour représenter. Voilà. Et donc, c'est pour te dire, donc, j'ai fait beaucoup de ces efforts-là. Et puis, bon, évidemment, mon côté prof de maths a joué dans l'éducation. Et donc, franchement, maintenant, alors 40 ans plus tard, si j'ai sacrifié, 3 ou 4 week-ends, c'est le maximum. J'ai toujours été chez moi le week-end. Bravo. Alors, par exemple, j'ai été dans les groupes américains. Ça exige beaucoup de voyages. Oui. Alors, je me débrouillais, par exemple, pour avoir les voyages pendant les vacances scolaires. Et j'emmenais toute ma famille avec moi. Oui, très bonne astuce. Voilà. Donc, ma femme était dans l'enseignement, donc elle avait des vacances scolaires. Vacances scolaires. Je me rappelle, j'étais allé dans un séminaire à Miami pendant une semaine. On avait loué une maison, et je rentrais le soir et tout. Bon, alors des fois, il y avait le dîner, ok, mais... Ou par exemple, je me rappelle, dans un séminaire dans un hôtel, je ne sais plus où, en Angleterre, dans l'hôtel, il y avait ma femme et mes enfants. J'ai pris une chambre spéciale pour eux. Ça dérangeait personne, je ne vois pas encore ça. Et moi, ça me permettait de conserver cette relation avec eux. Et je crois, pour moi, c'est essentiel. Mais c'est vachement bien que tu me poses cette question qui est plutôt réservée aux femmes, et c'est un tort. Mais je ne vois pas pourquoi les hommes ne devraient pas avoir cette même préoccupation. Et d'ailleurs, personnellement, je trouve que ce combat féministe, je l'emploie volontairement le terme, de Jamais sans elle et de tout ce que j'ai voulu faire pendant ma carrière sur ces sujets-là, c'est Tatiana Salomon qui me l'a dit un jour, c'est un combat humaniste, c'est pas féministe. Pourquoi ? Parce que je pense que les hommes vont en bénéficier autant que les femmes. Quand on dit arrêtez de faire des réunions qui commencent à 18h ou à 20h, les hommes en bénéficieront ensemble. Oui. Donc c'est très bien pour eux aussi. Cette égalité-là, elle commence. Oui, c'est des avantages. Oui, avantages. Quand on dit il faut faire un congé de paternité qui soit plus grand, c'est dans l'intérêt des hommes. Oui, donc, et c'est très important, et d'ailleurs c'est ce qu'il faudrait diffuser. Au lieu de placer le féminisme comme une opposition entre hommes et femmes, une guerre pour aller prendre des places ou je ne sais quoi, c'est au contraire le féminisme comme un humanisme qui permet d'améliorer la société. Et dans l'intérêt des femmes, mais aussi des hommes. Excellent.
En tout cas, bravo. Et merci beaucoup, Guy. J'aimerais bien continuer encore et encore. Et je pense qu'on fera, on fera une V2, je pense. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis, j'étais vraiment ravie de cet échange et de ce parcours. Merci d'être venu à mon micro. Moi aussi, merci beaucoup parce que j'en ai fait des interviews, j'en ai fait des podcasts, mais je te donne quand même une palme parce que tu as un don pour poser des questions que personne d'autre ne pose. Écoute, merci beaucoup. Je suis très touchée par ce compliment. À bientôt. Au revoir. Merci. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez nous laisser un commentaire sur LinkedIn ou Instagram et le partager avec votre entourage. Si vous souhaitez sponsoriser le podcast des catalyseurs engagés des organisations ou nous proposer un partenariat, contactez-nous via le formulaire.